Et voilà, le rideau tombe sur le Monte-Carlo 2026. Quelle ouverture de saison. Ouf, on a à peine eu le temps de reprendre notre souffle. Ah, c'est clair, c'était intense du début à la fin. On a devant nous une pile de comptes rendus, d'analyses, et notre mission, si on l'accepte, c'est d'en extraire l'essentiel pour comprendre ce qui s'est vraiment joué. Et il faut le dire tout de suite, le Monte-Carlo, ce n'est pas un rallye comme les autres. C'est un jeu d'échecs à 200 à l'heure. C'est ça. On va parler du dénouement, bien sûr, mais aussi de la technique, du charme du rallye historique, et puis il y a une grosse nouvelle pour l'avenir du WRWC. Exactement. Gagner ici, c'est une preuve de maîtrise totale du pilotage, de la voiture et surtout de ses nerfs. C'est pour ça qu'une victoire ici, elle a une saveur si particulière. Bon, alors, allons-y. Au sommet du podium, on retrouve Oliver Solberg. Une victoire qui a semblé se dessiner, mais ça n'a jamais été simple. Ah non, loin de là. On parle même d'une dernière grosse frayeur le dimanche matin. Il a glissé hors de la trajectoire sur une plaque de glace. Oui, ça s'est joué à rien. Mais il a gardé le contrôle. Et ça en dit long sur son sang-froid. Il faut imaginer le défi, c'est quoi? Plus de 339 km sur 17 spéciales? C'est ça. Et avec des conditions qui peuvent changer d'un virage à l'autre. On peut avoir de l'asphalte sec et puis 500 mètres plus loin, une zone à l'ombre complètement verglacée. C'est un enfer. Mais est-ce que cette victoire, ce n'est pas aussi le signe que Solberg a trouvé un certain équilibre? On le connaissait très rapide, mais parfois un peu trop. La maturité. Comment ça se traduit concrètement sur le terrain? Pour être concrète, prenons l'exemple du Turini. On a lu que ses ouvreurs lui ont signalé une plaque de verglas, mais alors très précise, de 50 mètres à la sortie d'une épingle aveugle. Ah oui. L'info est remontée, Solberg l'avait. Un de ses rivaux, qui avait une info un peu moins fine, a perdu peut-être 2 ou 3 secondes, juste d'hésitation, à cet endroit précis. Et voilà comment se gagne un Monte-Carlo. Voilà, pas seulement avec le pied droit, mais avec la qualité de l'information et la capacité à s'en servir. Et juste pour être clair, les ouvreurs, c'est bien cette équipe qui passe sur la spéciale quelques heures avant la course pour donner des infos toutes fraîches. C'est exactement ça. Ce sont les yeux du pilote avant son passage. Leurs notes sur l'évolution de la glace, de l'humidité, c'est de l'or. Et cette année, leur rôle a été plus crucial que jamais. Derrière Solberg, on a un podium très solide. Elfyn Evans est deuxième. Oui, ça fait un doublé pour Toyota. C'est un excellent début pour l'écurie. Et bien sûr, Sébastien Ogier complète le podium. Il est toujours là. Même s'il n'était pas dans le rythme pour la victoire, sa présence montre qu'il est toujours une référence, surtout sur ses routes. L'image qui m'a vraiment marqué, au-delà du classement, c'est cette fameuse super spéciale. Ah, en plein cœur de Monaco. Voir ces voitures débouler dans les rues du port Hercule, sous les projecteurs, c'était quelque chose. C'est un spectacle incroyable. Et c'était la première fois depuis 2008 qu'une spéciale chronométrée se déroulait là. Donc c'est à la fois un clin d'œil à l'histoire et une vitrine pour le sport. Absolument. Ça amène le rallye au public dans un décor de carte postale. Le son des moteurs qui résonne entre les yachts et le casino, c'est une image extrêmement puissante pour le WRC. On passe des cols alpins isolés à ce show urbain. C'est un grand écart. C'est ce qui définit l'épreuve. Mais pour briller dans ces deux mondes, il y a un élément technique qui a été le sujet de toutes les conversations, les pneus. On ne peut pas parler de ce rallye sans faire un focus sur les pneus Hankook. Franchement, c'était un véritable casse-tête pour les ingénieurs. Le choix du bon pneu au bon moment, ça relevait de la voyance. Presque. Et c'est là que le fameux panachage entre en jeu. Ah oui, cette stratégie qui semble complètement folle vue de l'extérieur. Expliquez-nous un peu. En fait, c'est un vrai pari de poker. Les équipes ont le droit de monter des pneus différents sur la même voiture, souvent en diagonale. C'est-à-dire, Par exemple, 2 pneus neige cloutés à l'avant droit et à l'arrière gauche, et 2 pneus super tendres pour le sec sur l'autre diagonale. le but c'est d'avoir un peu d'adhérence partout. C'est l'idée. Mais le risque, c'est de n'être vraiment optimal nulle part. Si vous avez trop de clous sur le sec, vous surchauffez la gomme et vous perdez un temps fou. Et pas assez de clous sur la glace. Vous finissez dans le décor. La performance de Hankook cette année, ça a été de fournir des gommes dont la fenêtre d'utilisation était assez large pour que ces paris risqués puissent parfois payer. Donc la qualité des infos des ouvreurs dont on parlait juste avant devient encore plus critique. Ah bah tout est lié. L'information dicte la stratégie et la stratégie pneumatique décide du résultat. Et ce test grandeur nature, il est important pour la suite. Je pense à la Suède. Énormément. En Suède, ce sera 100% neige et glace. Donc la performance des pneus cloutés sera encore une fois au centre de tout. Ce premier round a validé la capacité d'adaptation des gommes,
Mais la Suède, ce sera un autre type d'examen. On parle de technologie, de stratégie millimétrée. Mais en même temps, sur des routes très similaires, se déroulait une autre compétition. Oui, avec une philosophie totalement opposée. Le rallye Monte-Carlo historique. Et c'est cette coexistence qui rend cette semaine à Monaco unique au monde, non? C'est exactement ça. D'un côté, la performance absolue, de l'autre, la célébration d'un patrimoine, d'une histoire. L'édition 2026 de l'Historique, c'était fin janvier, début février. Le concept est fantastique. Des voitures qui ont participé au rallye entre 1911 et 1983. Des Alpines A110, des Lancia Fulvia, des Porsche 911. Des légendes sur roues. Et ce n'est pas une course de vitesse. Non, c'est de la régularité. C'est une autre discipline. Le but, ce n'est pas d'être le plus rapide, mais de respecter une moyenne de vitesse imposée, souvent autour de 50 km/h à la seconde près. C'est un exercice de précision incroyable. Surtout pour le copilote, j'imagine. Ah oui, c'est lui le maître du chronomètre. Et l'ambiance a l'air extraordinaire. On a lu des descriptions de l'atmosphère à Reims, une des villes de départ, où les vérifications techniques ont attiré des foules immenses. C'est une vraie communion. Les gens viennent voir ces voitures de près, échanger avec les équipages. C'est de la passion pure. On imagine que pour les pilotes, ça doit être une drôle de sensation. J'ai discuté une fois avec un participant qui pilotait une magnifique Alpine. Il m'a dit en souriant que le plus dur, c'était de résister à la tentation d'appuyer à fond et d'oublier la calculatrice. La passion du pilotage qui reprend le dessus. Exactement. Et c'est cette dualité qui est fascinante. Le WRC qui repousse les limites et l'historique qui nous rappelle d'où l'on vient. L'un nourrit l'autre en fait. Bon, on a le présent hyper technologique, le passé magnifiquement célébré, il nous reste à parler de l'avenir. Et pour ça, il faut quitter l'Europe. Oui, une nouvelle très importante est tombée en marge du rallye. Et elle nous vient d'Afrique. Le gouvernement du Kenya a annoncé vouloir prolonger de 5 ans son contrat pour le Safari Rally. C'est ça. Et ça, c'est une nouvelle qui pourrait bien consolider l'avenir du championnat sur le long terme. Le Safari Rally, rien que le nom fait rêver. C'est une épreuve mythique, revenue au calendrier il y a quelques années. Après une très longue absence, oui. Le voir s'installer durablement, ce serait fantastique pour le sport. Et pourquoi c'est si important, au-delà de la course elle-même? C'est plus que fantastique, c'est stratégique. Le WRC a des racines profondément européennes, le Monte-Carlo en est la preuve, mais pour être un vrai championnat du monde, il doit avoir une empreinte globale forte. Donc c'est une façon de changer l'ADN du championnat pendant quelques semaines. C'est exactement ça. Le safari, c'est l'antithèse du Monte-Carlo. On quitte les routes asphaltées et glacées des Alpes pour les pistes de terre cassantes du Kenya. La poussière, les paysages de la savane. Pour les voitures, ce n'est plus un test d'agilité, c'est un test de robustesse. Pour les pilotes, c'est de l'endurance. Donc une prolongation de 5 ans, ce serait un signal très fort. Un signal de la volonté d'équilibrer le calendrier entre les classiques européens et ces monuments du sport auto sur d'autres continents. Et on a même déjà les dates pour la prochaine édition, du 12 au 15 mars 2026. On sent qu'il se dessine quelque chose de plus global. C'est la clé de son avenir. Il faut trouver ce juste équilibre pour que le championnat reste pertinent et attractif partout dans le monde sans jamais renier son âme. Bon, si on fait le bilan de cette semaine folle, on retient d'abord la victoire d'Olivier Solberg, Une victoire de maîtrise. de sang-froid, oui, dans des conditions extrêmes. On retient aussi que la technologie et surtout la stratégie des pneus est plus que jamais au cœur du jeu. On a vu ce contraste saisissant entre le WRC moderne et la célébration du patrimoine avec l'historique. Un sport qui sait d'où il vient et qui le montre. Et enfin, on se tourne vers l'avenir avec cette perspective d'un championnat ancré durablement en Afrique. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question à méditer, je pense. On vous écoute. Cette semaine, on a vu le Monte-Carlo, l'épreuve la plus ancienne, se réinventer avec des formats modernes comme la super spéciale en ville. La nouvelle du Kenya pousse la réflexion plus loin. La vraie question pour le WRC maintenant, c'est de savoir comment continuer à marier son héritage, qui est profondément européen, avec cette expansion globale. Quel sera le juste milieu entre la tradition et la mondialisation pour le rallye de demain? C'est sans doute le plus grand et le plus passionnant défi du championnat.